Je pensais avoir un mariage parfait jusqu'à ce que mon fils dise « Maman ramène un tonton et se bat avec lui dans ton lit ». Quand j'ai installé des caméras, j'ai su que je devais agir. Je les ai trouvées dans mon bureau. Pas pris en flagrant délit dans une chambre d'hôtel cliché ou une voiture garée, mais dans l'espace que j'avais construit de mes propres mains, le bureau à domicile où j'avais passé d'innombrables nuits à coder des solutions pour les problèmes des autres, pendant que mon propre mariage pourrissait de l'intérieur. Belle était pressée contre mon bureau en acajou, celui pour lequel j'avais économisé pendant 3 mois pour le lui offrir pour notre anniversaire. Ses jambes étaient enroulées autour d'un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Son alliance, celle pour laquelle j'avais fait des heures supplémentaires pendant 6 mois pour pouvoir me la permettre, brillait d'un éclat moqueur dans la lumière de l'après-midi alors que ses doigts griffaient son dos. Lévi, 6 ans, se tenait figé dans l'embrasure de la porte à côté de moi, son sac à dos Spider-Man glissant de ses petites épaules. « Papa » murmura-t-il, sa voix faible et brisée. « Pourquoi maman fait de la lutte avec le monsieur bizarre ?» C'est à ce moment-là que j'ai su que ma vie était finie. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que la sienne le serait aussi. Mon nom est Jason Whitmore. Et jusqu'à ce jeudi après-midi, je croyais vivre le rêve américain. J'ai 34 ans, je suis ingénieur logiciel senior chez Techflow Solutions et le genre d'homme qui ouvre encore les portières de voiture et se souvient des anniversaires. J'ai rencontré Belle il y a 8 ans dans un café près de l'université où elle terminait son master en travail social. Elle était radieuse, tout en cheveux d'or et en rire contagieux, avec une passion pour aider les femmes maltraitées qui me serrait la poitrine d'admiration. « Tu vas sauver le monde », lui ai-je dit lors de notre 3e rendez-vous, et je le pensais. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard dans le jardin de ses parents. Cérémonie simple, vie simple. Je voulais lui donner tout ce qu'elle méritait et plus encore. Quand Lévi est arrivé, j'ai doublé mes gardes pour payer la maison à Maple Ridge, celle avec la clôture blanche et la balançoire que j'ai construite moi-même. Quand notre fille Emma est née 3 ans plus tard, j'ai pris des projets en freelance pour couvrir ses frais médicaux et les frais de sa maternelle. Belle travaillait à temps partiel dans un refuge pour femmes en ville, et j'étais fier d'elle pour ça. Elle rentrait à la maison avec des histoires sur la façon dont elle aidait des femmes à échapper à des relations abusives, et je la serrais dans mes bras pendant qu'elle pleurait pour leur douleur. Elle était mon héroïne, cette femme féroce et compatissante qui se battait pour les sans-voix. « Tu travailles trop », disait-elle parfois, en m'embrassant le front alors que j'étais penché sur mon ordinateur portable à minuit. « Mais je sais pourquoi tu le fais. Tu construis quelque chose de magnifique pour nous. » C'est ce que je faisais. Chaque ligne de code, chaque session de débogage, chaque week-end que je passais à optimiser des systèmes au lieu de regarder le football, c'était pour eux. Pour le fonds de vacances, pour les économies universitaires de Lévi, pour la vie que je voulais donner à ma famille. Belle comprenait cela. Elle était ma partenaire, mon ancre, ma raison de tout. Du moins, c'est ce que je pensais. L'homme avec qui je l'ai surprise ce jour-là, son nom était Miles Thatcher, et j'ai appris plus tard qu'il était le directeur exécutif de l'organisation à but non lucratif où Belle avait commencé à faire du bénévolat 6 mois plus tôt. Marié, père de 2 enfants, pilier de la communauté, le genre d'homme qui prononce des discours sur les valeurs familiales lors de galas de charité tout en couchant avec les femmes des autres dans leur bureau à domicile. Mais je m'avance. La trahison n'a pas commencé ce jeudi après-midi. Elle s'était construite depuis des mois, brique par brique empoisonnée, alors que j'étais trop aveugle pour voir les fondations s'effondrer sous mes pieds. En y repensant, je peux retracer la première fissure à environ 8 mois avant que je ne les trouve ensemble. Cela a commencé par de petites choses, des choses si subtiles que je les ai écartées comme du stress ou un ajustement postpartum, même si Emma avait déjà 3 ans. Belle a commencé à chercher la dispute à propos de mon horaire de travail. Pas des conversations raisonnables sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, mais des attaques venimeuses déguisées en inquiétude. « Tu es obsédé par cet ordinateur », sifflait-elle quand je travaillais tard sur un projet qui nous rapporterait $2000 de plus. « Les enfants savent à peine que tu existes. » Quand j'essayais d'expliquer que je le faisais pour eux, pour notre avenir, elle levait les yeux au ciel et s'en allait. C'est ce que disent tous les pères absents, Jason. Tu deviens un étranger dans ta propre maison. Les accusations se sont intensifiées. J'étais émotionnellement indisponible. J'utilisais le travail pour éviter l'intimité. Je donnais un terrible exemple aux enfants. Elle disait ces choses devant Lévi et Emma, sa voix dégoulinant d'une déception qui me faisait mal à la poitrine de culpabilité. Peut-être que tu devrais parler à quelqu'un,
a-t-elle suggéré un soir après une dispute particulièrement brutale parce que j'avais manqué le spectacle de danse d'Emma pour une urgence client. Tu as des problèmes de contrôle et d'obsession. J'y ai réellement pensé. J'ai pris rendez-vous avec un thérapeute et j'ai passé 3 séances à me demander si j'étais le problème. Le docteur Martinez était gentil mais finalement inutile. Elle n'arrêtait pas de poser des questions sur mon enfance et ma relation avec mon père alors que tout ce que je voulais savoir, c'était pourquoi ma femme me regardait comme si j'étais un étranger. Pendant ce temps, Belle a commencé à sortir davantage. Des soirées entre filles qui s'étiraient jusqu'à 2 heures du matin, des réunions de bénévoles qui nécessitaient des voyages de nuit pour des retraites de cohésion d'équipe. Elle rentrait à la maison sentant le vin et la culpabilité, son rouge à lèvres légèrement bavé, son téléphone serré de manière protectrice dans sa main. « Comment s'est passée ta soirée ?» demandai-je. « Bien », lâchait-elle sèchement. « Mon Dieu, Jason, une femme ne peut pas avoir d'amis sans subir un interrogatoire ? Tu es tellement paranoïaque. » Le gaslighting était d'une précision chirurgicale. Quand j'ai trouvé des reçus de dîner coûteux auxquels je n'avais pas assisté, elle m'a accusé de fouiner et de ne pas lui faire confiance. Quand j'ai fait remarquer qu'elle rentrait de plus en plus tard, elle a dit que je la surveillais comme une sorte de harceleur. Quand j'ai demandé pourquoi elle semblait si distante, si froide, elle a retourné la situation contre moi. Peut-être que si tu étais présent, vraiment présent, au lieu d'être enfoui dans ton travail, nous aurions quelque chose à nous dire. Elle a recruté des alliés. Sa sœur m'a appelé un dimanche pour prendre de mes nouvelles. Belle s'inquiète pour toi, a-t-elle dit, sa voix mielleuse de fausse préoccupation. Elle dit que tu as été différent ces derniers temps. Contrôlant, en colère. Je n'étais pas en colère. J'étais confus, blessé, essayant désespérément de sauver un mariage que je ne comprenais pas être déjà mort. Mais Belle construisait un récit, pauvre Belle, piégée avec un mari obsessionnel et émotionnellement distant qui se souciait plus de sa carrière que de sa famille. La partie la plus cruelle, c'est qu'elle utilisait les enfants comme des armes. « Papa, pourquoi tu fais pleurer maman ?» m'a demandé Lévi un matin au petit déjeuner. Mon sang se glaça. « Qu'est-ce que tu veux dire, mon grand ? Elle pleure quand tu travailles. Elle dit que tu ne nous aimes plus. » Je l'ai confrontée ce soir-là et elle a nié avec une innocence blessée qui aurait trompé un polygraphe. Je ne dirai jamais ça aux enfants, Jason. Mon Dieu, pour quel genre de monstre me prends-tu ? Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes coulant sur son visage. C'est ce que tu penses de moi ? Que j'empoisonnerais nos enfants contre leur père ? Je me suis excusé. Je l'ai tenue dans mes bras pendant qu'elle sanglotait sur le fait qu'il était si difficile de se sentir comme une mère célibataire, à quel point elle était seule, comment elle voulait juste retrouver son mari. J'ai promis de faire mieux, de moins travailler, d'être plus présent. J'ai annulé un contrat lucratif et refusé une promotion qui aurait nécessité des déplacements. Rien de tout cela n'a eu d'importance. Les disputes ont continué. La froideur s'est accentuée et Belle a continué à disparaître petit à petit dans une vie qui ne m'incluait pas. 3 semaines avant que je ne les trouve ensemble, elle a commencé à mentionner Miles Thatcher. Miles pense que nous devrions postuler pour cette subvention au logement, disait-elle au dîner. Miles a des idées tellement innovantes sur les soins tenant compte des traumatismes. Miles m'a invité à faire une présentation à la conférence de Denver. Toujours Miles, Miles ceci, Miles cela. Quand je l'ai interrogée à son sujet avec désinvolture, juste curieux de son travail, elle est devenue sur la défensive. C'est mon superviseur, Jason. Bien sûr que je parle de lui. Mon Dieu, tu es tellement méfiant de tout. Mais quelque chose dans ses yeux avait changé quand elle prononçait son nom. Une lumière que je n'avais pas vue depuis des mois, peut-être des années. Elle rayonnait d'une manière qui me tordait l'estomac de reconnaissance et d'effroi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire attention. Vraiment attention. J'ai remarqué qu'elle avait acheté de la nouvelle lingerie, des pièces coûteuses que je ne l'avais jamais vue porter pour moi. J'ai remarqué qu'elle avait recommencé à faire de l'exercice, passant des heures à la salle de sport avec un entraîneur qui, selon elle, l'aidait à reprendre confiance en elle. J'ai remarqué qu'elle avait changé le mot de passe de son téléphone et avait commencé à dormir avec lui sous son oreiller. « Tu es encore paranoïaque ?» a-t-elle dit quand je l'ai mentionné. Honnêtement, Jason, cette jalousie est vraiment peu attrayante. Peut-être que tu devrais retourner voir le docteur Martinez. Mais la paranoïa implique l'irrationalité,
et il n'y a rien d'irrationnel dans la reconnaissance de schémas. Je suis un ingénieur logiciel. Je débloque des problèmes pour gagner ma vie, et mon mariage était truffé de bugs qui pointaient tous vers la même cause première. J'avais juste besoin de preuves. La preuve est venue de la source la plus innocente imaginable, le mal de ventre de mon fils de 6 ans. Ce jeudi a commencé comme n'importe quel autre. J'ai embrassé Belle au revoir alors qu'elle partait pour son atelier d'une journée sur le traumatisme secondaire, je l'ai regardée s'éloigner dans la Honda que je lui avais achetée pour son anniversaire. J'ai déposé les enfants à l'école et à la garderie, puis je me suis dirigé vers le bureau pour ce qui aurait dû être une journée normale de revue de code et de réunion client. À 13h47, mon téléphone a vibré. Un SMS de Madame Peterson, notre babysitter. Lévi est rentré malade de l'école, fièvre et nausée. Dois-je l'emmener aux urgences? Je lui ai dit que je quitterais le travail immédiatement, mais elle a répondu par SMS. C'est bon. Je peux m'en occuper, mais il te réclame. Et Jason, il y a autre chose. Peux-tu m'appeler? Le trajet de retour a duré 17 minutes. 17 minutes de scénario catastrophe défilant dans ma tête. Lévi à l'hôpital. Emma blessée. Un terrible accident. J'ai appelé Madame Peterson depuis l'allée. Il va bien, a-t-elle dit rapidement. Juste une gastro. Mais Jason, il a dit quelque chose qui m'a inquiété à propos du fait de voir sa maman avec un homme dans ton bureau. Mes mains sont devenues engourdies. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il était assez contrarié en parlant de cauchemars et de maux de ventre. Il a mentionné avoir vu maman lutter avec quelqu'un dans le bureau de papa. Il semblait confus et effrayé. Je n'étais pas sûr si je devais. J'ai raccroché et je suis entré en courant. Lévi était recroquevillé sur le canapé avec sa couverture préférée, pas les petits. Quand il m'a vu, il a commencé à pleurer. Papa, j'ai fait un mauvais rêve à propos de maman. Je me suis assis à côté de lui, gardant ma voix stable. Raconte-moi, mon grand. Elle était dans ton bureau avec un homme bizarre. Et il luttait, mais ça n'avait pas l'air d'une lutte amusante. Et maman faisait des bruits comme quand elle se cogne l'orteil, mais différents. Et elle ne portait pas son t-shirt. Mon monde a basculé. Quand as-tu vu ça, Lévi? Était-ce vraiment un rêve? Il secoua la tête, les larmes coulant. Mardi. Je suis rentré à la maison parce que j'avais mal au ventre et Madame Peterson a dit que je pouvais prendre du jus dans la cuisine. Mais j'ai entendu des bruits venant de ton bureau. La porte était un peu ouverte et je les ai vus. L'homme n'avait pas de t-shirt non plus et maman était sur ton bureau. C'est bon, ai-je murmuré en le serrant contre moi. Tu n'as pas à m'en dire plus. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. Les mots sont sortis de lui. Comment il était retourné en courant voir Madame Peterson sans rien dire. Comment il faisait des cauchemars depuis. Comment son ventre lui faisait mal parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il avait vu mais savait que c'était mal. Maman est malade? A-t-il demandé. C'est pour ça qu'elle luttait avec l'homme bizarre? J'ai tenu mon fils dans mes bras pendant que mon mariage mourait en temps réel. Belle n'était pas à un atelier. Elle était ici, dans notre maison, dans mon bureau, avec un autre homme pendant que nos enfants étaient censés être en sécurité à l'école, pendant que je travaillais pour payer la vie qu'elle était en train de détruire. Ce soir-là, après que Belle soit rentrée avec des histoires sur sa journée enrichissante et ses discussions révolutionnaires avec ses collègues, j'ai mis Lévi au lit et je me suis assis dans le noir, fixant ma photo de mariage. L'homme sur cette photo, jeune, optimiste, si naïf, avait cru en l'éternité. Il avait construit toute son existence autour de la femme qui dormait paisiblement à côté de lui. La femme qui avait passé l'après-midi à coucher avec un autre homme dans l'espace où il travaillait pour subvenir aux besoins de leur famille. Cet homme était parti. Et à sa place se trouvait quelqu'un qui comprenait que l'amour sans respect n'est qu'une autodestruction élaborée. Je n'allais pas la confronter. Je n'allais pas crier ou casser des choses ou poser des ultimatums. C'étaient les actions d'un homme qui croyait encore pouvoir sauver quelque chose qui en valait la peine. Au lieu de cela, j'allais faire ce que je fais de mieux, résoudre les problèmes méthodiquement, complètement, avec la précision de quelqu'un qui comprenait que certains bugs ne valent pas la peine d'être corrigés. Ils valent la peine d'être documentés, isolés et définitivement retirés du système. Belle avait réécrit les règles de notre mariage sans me le dire. Très bien. Mais elle avait commis une erreur critique dans son code.
Elle avait sous-estimé le programmeur. Vendredi matin, je me suis réveillé avec le genre de clarté qui vient après qu'on ait cessé de lutter contre l'inévitable. Belle prenait sa douche, fredonnant une chanson que je ne reconnaissais pas, probablement quelque chose que Miles lui avait fait découvrir. Je suis resté au lit à écouter son bonheur désinvolte, et j'ai senti quelque chose de froid et de chirurgical s'installer dans ma poitrine. Je ne suis pas un homme impulsif. Je ne prends pas de décision sous le coup de la colère ni n'agis sous l'émotion. Je suis un architecte de système. Je vois la situation dans son ensemble, j'identifie les chemins critiques et j'exécute avec précision. Ce que je planifiais n'était pas une vengeance au sens traditionnel du terme. C'était un débogage. Belle et Miles avaient introduit de la corruption dans le système de ma vie, et j'allais supprimer cette corruption complètement. Première étape, collecte de renseignements. J'avais passé 8 ans dans cette maison à mettre à niveau et à optimiser chaque élément technologique que nous possédions, thermostat intelligent, caméras de sécurité, réseau sans fil, éclairage automatisé. J'avais construit une maison connectée qui pouvait pratiquement se gérer toute seule. Ce que Belle ne savait pas, c'est que chaque appareil intelligent était un outil de surveillance potentiel, et j'avais un accès administrateur à tous. Pendant le week-end, alors qu'elle emmenait les enfants chez sa mère pour leur visite mensuelle, je me suis mis au travail. D'abord, j'ai installé des micro-caméras derrière les grilles de ventilation de mon bureau, du salon et de notre chambre. Rien dans les salles de bain ou les chambres des enfants. Je n'étais pas un monstre, juste dans les espaces où les adultes prenaient des décisions d'adultes. Les caméras étaient plus petites que des pièces de monnaie, sans fil, et complètement invisibles à moins de savoir exactement où chercher. Ensuite, j'ai recablé le thermostat Nest pour y inclure un microphone caché et j'ai modifié les détecteurs de fumée pour enregistrer l'audio. J'ai intégré des micros supplémentaires dans les lampes du salon et, mon préféré, à l'intérieur du miroir de la coiffeuse de Belle. Chaque matin, elle s'asseyait là pour se maquiller et parler au téléphone, sans jamais savoir qu'elle se confessait à un prêtre numérique qui se souviendrait de tout. J'ai mis à niveau notre réseau domestique avec un logiciel de surveillance de niveau entreprise qui suivrait chaque appareil, chaque site web, chaque message envoyé depuis notre Wi-Fi. J'ai cloné son téléphone à distance en utilisant des techniques que j'avais apprises lors de séminaires sur la cybersécurité, me donnant accès à ses SMS, appels, emails et données de localisation en temps réel. Enfin, j'ai installé une ferme de serveurs sécurisés au sous-sol, cachée derrière mon ancien équipement de jeu. Tout serait enregistré, crypté et stocké avec une sécurité de niveau militaire. Il ne s'agissait pas seulement de les surprendre. Il s'agissait de construire un dossier inattaquable qui les détruirait tous les deux. Deuxième étape, préparation juridique. J'ai fait des recherches sur les avocats en droit de la famille et j'ai trouvé Miranda Castellano, une associée chez Blackstone & Associates spécialisée dans les divorces très conflictuels. Elle avait la réputation d'être brillante, impitoyable et chère. Parfait. J'ai programmé une consultation sous le prétexte d'une planification préventive et j'ai exposé un scénario hypothétique impliquant l'infidélité et la garde des enfants. Les yeux de Miranda se sont illuminés d'un intérêt prédateur. Dans les cas impliquant un adultère documenté, surtout lorsque des enfants sont présents, les juges ont tendance à être très sympathiques envers le conjoint trahi, a-t-elle expliqué. Mais le mot-clé est documenté. Vous avez besoin de preuves irréfutables, preuves vidéo, communications électroniques, schéma de tromperie qui montre une rupture complète de la confiance et de la responsabilité parentale. J'ai payé ses honoraires ce jour-là et je lui ai demandé de préparer les papiers du divorce à l'avance. Juste au cas où, ai-je dit. Elle a souri. J'aime les clients qui planifient à l'avance. Troisième étape, isolation financière. J'ai ouvert de nouveaux comptes bancaires dans une autre institution et j'ai commencé à transférer discrètement des actifs. Pas pour cacher de l'argent, ce serait illégal et découvrable, mais pour consolider nos finances sur des comptes où j'avais le contrôle principal, en préparation de l'inévitable division des biens. Je voulais m'assurer que l'avenir de Lévi et Emma était protégé, peu importe ce qui arriverait à leur mère. J'ai aussi commencé à documenter chaque dépense liée à la liaison de Belle, la nouvelle lingerie, l'abonnement à la salle de sport, les dîners et les hôtels que je n'avais pas payés, mais que je serais probablement censé couvrir dans un accord. Si elle voulait réduire notre mariage en cendres, elle pouvait payer pour les allumettes. Quatrième étape, levier professionnel. C'était la partie délicate. Je devais faire des recherches sur Miles Thatcher sans l'alerter de mon enquête. J'ai commencé par les archives publiques, les réseaux sociaux, les profils professionnels,
les sites web caritatifs où il était mis en avant. J'ai appris des choses sur sa femme, Sarah, ses 2 enfants, sa réputation d'homme de famille et de leader communautaire. Plus important encore, j'ai appris des choses sur son employeur. La Fondation Riverside était une organisation à but non lucratif respectée axée sur les services aux femmes et la prévention de la violence domestique. Leur déclaration de mission mettait l'accent sur l'intégrité, la confiance et le leadership moral. Leur financement provenait en grande partie de subventions de la ville et de dons privés de donateurs conservateurs qui valorisaient les structures familiales traditionnelles. Miles Thatcher, directeur exécutif, pilier de la communauté, défenseur des femmes maltraitées. Si le conseil d'administration découvrait qu'il avait une liaison avec une bénévole mariée, utilisant sa position d'autorité pour séduire une femme vulnérable, eh bien, ce serait un cauchemar de relations publiques qui mettrait fin à sa carrière de façon permanente. 5e étape, timing et exécution. Je leur donnerai 6 semaines. 6 semaines pour me fournir suffisamment de preuves pour les détruire tous les deux. 6 semaines pour qu'ils creusent leur tombe si profondément qu'ils n'en sortiraient jamais. Je documenterai chaque mensonge, chaque trahison, chaque moment de leur plaisir égoïste volé au bonheur de ma famille. Et puis, quand j'aurai tout ce dont j'avais besoin, je ferai exploser leur vie avec la précision d'une démolition contrôlée, rapide, nette et absolument dévastatrice. La beauté de la corruption systémique, c'est qu'une fois que vous l'identifiez, la solution est toujours la même, un retrait complet et un remplacement par quelque chose de mieux. Je ne prévoyais pas seulement de les exposer. Je prévoyais de reconstruire la vie de ma famille à partir de zéro, sans les éléments toxiques qui avaient empoisonné tout ce que j'avais travaillé à créer. Belle pensait qu'elle réécrivait notre histoire. Elle n'avait aucune idée qu'elle ne faisait qu'ajouter des chapitres à sa propre destruction. Pendant 6 semaines, j'ai regardé mon mariage mourir en haute définition tout en maintenant la performance d'un mari dévoué. Chaque matin, j'embrassais Belle au revoir et lui disais que je l'aimais. Chaque soir, je lui demandais comment s'était passée sa journée et j'écoutais ses mensonges élaborés avec la patience d'un homme documentant des preuves pour le tribunal. Les images étaient encore pires que ce que j'avais imaginé. Les mardis et jeudis après-midi sont devenus leur horaire régulier. Belle m'envoyait un SMS vers midi, coincé dans une longue réunion, je serais peut-être en retard ce soir, alors qu'elle rentrait en fait à toute vitesse pour retrouver Miles. Je les ai regardés entrer en titubant par ma porte d'entrée comme des adolescents, se pelotonnant, renversant des cadres photos de nos vacances en famille alors qu'ils se dirigeaient vers mon bureau. Ils ont utilisé mon bureau, mon canapé, ma chaise, la chaise où j'avais tenu Lévi pendant ses cauchemars, où j'avais bercé Emma pour l'endormir quand elle était bébé. Ils ont souillé chaque espace qui comptait pour moi, et les caméras ont tout capturé avec une clarté cristalline. Mais le sexe n'était pas le pire. Le pire, c'était de les écouter parler après. Il est tellement ennuyeux, a dit Belle un jeudi, allongé nu sur le canapé de mon bureau pendant que Miles traçait des cercles sur son ventre. Tout ce dont il parle, c'est du travail et des enfants. Il n'a aucune passion, aucune spontanéité. Parfois, je me demande s'il est même capable d'une véritable émotion. Tu mérites tellement mieux, a répondu Miles, et je pouvais entendre la manipulation rôder dans sa voix. Une femme comme toi, intelligente, passionnée, belle. Tu ne devrais pas avoir à te contenter d'un bourreau de travail émotionnellement retardé. Je sais, mon Dieu, je sais. Mais les enfants, qu'en est-il des enfants? Il serait mieux avec des parents qui ne sont pas malheureux. Regarde comme tu es heureuse maintenant. Comme tu sembles vivante. Ne penses-tu pas que Lévi et Emma méritent de voir leur mère comme ça? Ils réécrivaient l'histoire en temps réel, transformant mon dévouement en négligence, mes sacrifices en égoïsme. Dans leur version des faits, j'étais le méchant, le père absent, le mari contrôlant, l'obstacle au bonheur authentique de Belle. La manipulation s'étendait à nos enfants. J'ai regardé, écœuré, Belle coacher Lévi et Emma pendant leur goûter. Vous savez que papa vous aime, disait-elle, sa voix douce comme le miel. Mais parfois, les adultes sont confus sur ce qui est important. Si quelqu'un vous pose des questions sur maman et papa, vous pouvez leur dire que papa travaille tout le temps et rend parfois maman triste. Mais ce n'est pas de votre faute, d'accord? Papa a juste quelques problèmes sur lesquels il doit travailler. Elle les préparait à témoigner contre moi dans une bataille pour la garde dont je ne savais même pas qu'elle approchait. Mes propres enfants transformés en armes pointées sur mon cœur. À la 4e semaine, j'avais assez de preuves pour les détruire tous les 2 10 fois, mais je voulais être minutieux.
Je voulais qu'ils se sentent si en sécurité dans leur tromperie que la révélation les briserait complètement. J'ai aussi commencé à recueillir des informations sur leurs projets futurs. Belle avait fait des recherches sur des avocats spécialisés en divorce, pas Miranda Castellano, heureusement, mais un cabinet connu pour ses tactiques agressives et ses stratégies de la terre brûlée. Elle avait fait des recherches sur les lois sur la garde des enfants, googlant des phrases comme « abandon émotionnel »,« père bourreau de travail » et « prouver l'incapacité en tant que parent ». Miles avait été plus prudent, mais pas assez. Son historique de navigation révélait des recherches d'appartements, des offres d'emploi dans d'autres villes, et le plus révélateur, quitter sa femme pour une femme plus jeune, et minimiser la pension alimentaire dans les procédures de divorce. Il prévoyait de détruire ma vie, de prendre mes enfants, et de partir vers le soleil couchant avec mon argent finançant leur bonheur. L'audace pure de la chose était presque impressionnante. À la 6e semaine, j'étais prêt. J'ai commencé par la documentation légale. Miranda avait préparé un dossier de divorce complet citant l'adultère, la violence psychologique et l'aliénation parentale. Le dossier de preuve faisait 200 pages, des extraits vidéo horodatés, des conversations transcrites, des dossiers financiers montrant les dépenses trompeuses de Belle, et des captures d'écran de ses recherches sur Internet révélant son plan prémédité pour me détruire au tribunal. Le juge qui a examiné la demande de garde d'urgence n'a pas hésité. Garde temporaire complète accordée à moi, avec des visites de Belle limitées à des rencontres supervisées en attendant une enquête complète. Mais ce n'était que le premier coup. Phase 2, destruction professionnelle. J'avais passé des semaines à rédiger l'email anonyme parfait à Sarah Thatcher, la femme de Miles. Pas en colère ou vindicatif, juste inquiet, un ami qui pensait qu'elle devrait savoir ce que son mari faisait au travail. La compilation vidéo jointe a été montée avec une précision chirurgicale, Miles et Belle dans des positions compromettantes, l'audio de se moquant de leurs conjoints respectifs, et des horodatages montrant que la liaison avait eu lieu pendant les heures de travail. Lorsque Miles était censé être dans des réunions importantes. Sarah Thatcher a demandé le divorce 48 heures plus tard. L'email au conseil d'administration de la fondation Riverside était plus formel, un lanceur d'alerte anonyme préoccupé par les violations éthiques du directeur exécutif. J'ai inclus des documents prouvant que Miles utilisait sa position d'autorité pour séduire une bénévole vulnérable, s'engageait dans des activités sexuelles dans le bureau satellite de l'organisation, techniquement vrai, il y avait emmené Belle 2 fois. Et utilisait abusivement les ressources de l'entreprise pour faciliter sa liaison. La réunion du conseil d'administration était prévue pour jeudi matin. Miles a été licencié cet après-midi-là. Phase 3, destruction sociale. Cela demandait plus de finesse. Je ne pouvais pas directement diffuser les preuves qui me feraient paraître vindicatif et pourraient potentiellement violer les lois sur la vie privée, mais je pouvais m'assurer que les bonnes personnes aient accès aux bonnes informations au bon moment. Un ami d'un ami travaillait pour un blog local qui couvrait les scandales des organisations à but non lucratif. Une information anonyme sur la crise de leadership de la fondation Riverside a conduit à un journalisme d'investigation très intéressant. L'article de blog, la fondation Valeurs Familiales licencie son directeur exécutif pour un scandale d'adultère, est devenu viral dans notre communauté en quelques heures. Le lieu de travail de Belle au refuge pour femmes a appris le scandale par le biais de leur réseau professionnel. Il s'avère qu'avoir une liaison avec un directeur d'organisation à but non lucratif tout en travaillant dans les services de violence domestique est considéré comme une violation éthique grave. Qui aurait cru qu'une organisation dédiée à aider les femmes à échapper à des relations abusives n'approuverait pas les activités de briseuse de ménage de ses employés? Elle a été licenciée pour conduite inconvenante, le même jour où Miles a perdu son emploi. Phase 4, destruction personnelle. L'aspect des réseaux sociaux s'est géré tout seul. Une fois que l'histoire a éclaté, les amis et collègues de Belle ont commencé à prendre leur distance publiquement. La femme qui avait passé des années à se forger une réputation de championne des femmes maltraitées était maintenant perçue comme une prédatrice qui avait utilisé sa position de bénévole pour séduire un père marié. Son studio de yoga, où elle avait passé d'innombrables soirées en prétendant être dans des cercles de méditation, l'a bannie après que d'autres membres se soient plaints que sa présence les mettait mal à l'aise. L'association des parents d'élèves de l'école de Lévis l'a discrètement retiré de tous les comités. Même son club de lecture lui a demandé de ne plus venir. La beauté de la destruction de la réputation à l'ère numérique est qu'elle s'auto-perpétue. Une fois que le récit a pris racine, tout le monde voulait se distancer du scandale. Belle est devenue socialement radioactive du jour au lendemain. Phase 5, le final. Un mercredi soir,
exactement cette semaine après avoir commencé à documenter leur liaison, je suis rentré du travail pour trouver Belle dans la cuisine en train de préparer le dîner comme si de rien n'était. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle demandé, sans lever les yeux de la cuisinière. « Productive, ai-je dit. Et la tienne ?» Elle était sur le point de répondre quand son téléphone a vibré avec un appel de sa sœur, puis de sa mère, puis de sa meilleure amie. La nouvelle du licenciement de Miles et de son propre licenciement se propageait à travers son réseau social comme une traînée de poudre. J'ai regardé son visage s'effondrer alors qu'elle réalisait que son monde s'écroulait en temps réel. Quand elle m'a finalement regardé, j'ai vu le moment exact où elle a compris que je savais tout. « Jason » a-t-elle murmuré, sa voix tremblante. « Je peux expliquer. »« Pas la peine » ai-je dit calmement. « Tes valises sont faites et attendent près de la porte d'entrée. Les serrures seront changées dans 1 heure. Ta copie des papiers du divorce est avec tes affaires. » Elle a commencé à pleurer alors, pas les larmes manipulatrices qu'elle avait utilisées pour me contrôler pendant des mois, mais une panique authentique alors qu'elle réalisait l'ampleur de sa situation, pas de travail, pas de mariage, pas de maison, pas de réputation. Et pas de garde des enfants qu'elle avait essayé de monter contre moi. « Où suis-je censé aller ?» sanglota-t-elle. « Je crois que ta mère t'attend » ai-je répondu. Elle a accepté de te laisser rester temporairement, à condition que tu suives ses règles sur le fait de ne pas jeter la honte sur le nom de la famille. La dernière chose que j'ai vue avant son départ, c'est elle debout dans l'allée, tenant une valise et fixant la maison qu'elle avait perdue par ses propres choix. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. 6 mois plus tard, je suis assis dans la cuisine de la maison que je me suis battu pour garder, regardant Lévi aider Emma avec ses devoirs pendant que le dîner cuit dans la mijoteuse. La lumière du matin traverse des fenêtres derrière lesquelles je n'ai plus à m'inquiéter de cacher des secrets, et pour la première fois depuis des années, je me sens vraiment en paix. Le divorce a été finalisé il y a 3 semaines. Belle a tout contesté, bien sûr, affirmant que je l'avais en quelque sorte piégé et que les preuves que j'avais recueillies avaient été obtenues illégalement. Son avocat, un avocat spécialisé en divorce au rabais qu'elle avait engagé avec de l'argent emprunté à sa mère, a essayé de faire valoir que j'avais violé sa vie privée et que les images devaient être irrecevables. Miranda Castellano a détruit ses arguments avec une précision chirurgicale. Tout ce que j'avais fait était légal, surveillance de ma propre propriété, surveillance des comptes et appareils partagés, protection des preuves d'un adultère criminel. Le juge a été particulièrement peu sympathique lorsque Miranda a fait jouer l'audio de Belle cochant nos enfants pour qu'ils mentent à mon sujet au tribunal. « Madame Whitmore » a dit la juge, sa voix froide de dégoût, « vous avez tenté d'utiliser ces enfants comme des armes contre leur père tout en menant une liaison au domicile familial. Votre crédibilité en matière de bien-être des enfants est, franchement, inexistante. On m'a accordé la garde exclusive, la maison et la majorité de nos biens. » Belle a été condamnée à verser une pension alimentaire, un montant risible compte tenu de son statut de chômeuse, et a obtenu des visites supervisées un week-end sur 2. Elle a fait appel, bien sûr, mais Miranda m'assure que c'est un geste futile. On ne peut pas faire appel des faits, et les faits sont dévastateurs. La destruction de Miles Thatcher a été encore plus complète. Sa femme, Sarah, lui a tout pris dans leur divorce, maison, économie, garde de leurs enfants. Le monde des organisations à but non lucratif est petit et axé sur les ragots. Sa réputation est si complètement détruite qu'il est essentiellement inemployable dans son domaine de prédilection. Aux dernières nouvelles, il était retourné vivre chez ses parents dans l'Ohio et travaillait chez un concessionnaire automobile. La belle ironie est que sa liaison avec Belle lui a tout coûté, et maintenant elle ne prend même plus ses appels. Il s'avère que lorsque vous enlevez l'excitation de la clandestinité et le frisson partagé de trahir vos conjoints, il ne reste pas beaucoup de substance entre 2 personnes fondamentalement égoïstes. Belle vit avec sa mère dans un appartement exigu de l'autre côté de la ville, travaillant à temps partiel dans un magasin de détail qui paie le salaire minimum. Sa mère, une femme sévère qui n'a jamais approuvé les choix de Belle, a clairement fait savoir que cet arrangement est temporaire et conditionnel à une bonne conduite, pas d'homme, pas de drame, pas de honte sur le nom de la famille. Le rejet de la communauté a été complet et durable. Belle est maintenant une histoire édifiante, dont on chuchote à la sortie de l'école et aux réunions de parents d'élèves. Avez-vous entendu parler de cette femme qui a trompé son mari avec le directeur d'une organisation à but non lucratif pendant qu'ils travaillaient pour subvenir aux besoins de leur famille, et elle a essayé de monter les enfants contre lui? Absolument dégoûtant. Elle a essayé de me contacter une fois environ 2 mois après la finalisation du divorce.
Un long email décousu sur à quel point elle était désolée, comment elle avait fait de terribles erreurs, comment elle voulait travailler ensemble, pour le bien des enfants. L'email est arrivé à 2h47 du matin, probablement écrit après plusieurs verres de vin et un accès d'apitoiement sur soi. Je l'ai supprimé sans répondre. Certains ponts, une fois brûlés, doivent le rester. Les enfants s'épanouissent d'une manière qui me surprend même moi. Les cauchemars de Lévi se sont arrêtés quelques semaines après le départ de Belle. Ses notes se sont améliorées, son sourire est revenu, et il a cessé de poser des questions anxieuses sur pourquoi maman était triste tout le temps. Emma, plus jeune et plus résiliente, s'est rapidement adaptée à notre nouvelle routine. Papa, a-t-elle dit un soir alors que je lui lisais une histoire avant de dormir, j'aime mieux quand c'est juste nous. Pourquoi ça, ma chérie? Parce que tu es heureux maintenant. Tu souris plus. La vérité sort de la bouche des enfants. J'ai pris un nouveau poste dans une start-up technologique qui offre du travail à distance et des horaires flexibles. Le salaire est en fait meilleur que mon ancien travail, et je suis à la maison quand les enfants descendent du bus scolaire. Nous dînons ensemble tous les soirs. J'aide aux devoirs, j'assiste à tous les événements scolaires et j'entraîne l'équipe de baseball de Lévi le week-end. Le mois dernier, Emma a demandé si nous pouvions avoir un chien. Nous avons adopté un chiot Golden Retriever nommé Max au refuge local, et maintenant notre maison est remplie du chaos des rires d'enfants et de l'énergie d'un chiot. C'est bruyant et désordonné et absolument parfait. J'ai recommencé à fréquenter quelqu'un, avec désinvolture, prudence, en comprenant que le bien-être de mes enfants passe avant tout. Il y a une femme nommée Rachel qui travaille à la bibliothèque où j'emmène les enfants pour l'heure du conte. Elle est gentille, patiente avec Lévi et Emma, et d'une honnêteté rafraîchissante sur son propre statut de divorcée et les défis des familles recomposées. Je ne cherche à remplacer personne, m'a-t-elle dit autour d'un café la semaine dernière. Je veux juste ajouter quelque chose de bon à ce que vous avez déjà construit. C'est la différence entre Rachel et Belle. Rachel voit ma vie comme quelque chose qui vaut la peine d'être enrichi, pas quelque chose à consommer et à détruire pour sa propre satisfaction. Parfois, tard dans la nuit, après que les enfants se soient endormis, je pense à l'homme que j'étais. L'optimiste naïf qui croyait que l'amour et la loyauté étaient réciproques, que le travail acharné et le dévouement seraient récompensés par la fidélité et le respect. Cet homme serait probablement horrifié par ce que j'ai fait à Belle et Miles. Mais je ne suis plus cet homme. Je suis quelqu'un qui a appris que la confiance se mérite, que le respect est requis, et que parfois la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vos enfants est de retirer les influences toxiques de leur vie, même lorsque cette influence toxique est leur propre mère. Belle appelle tous les dimanches pour parler à Lévi et Emma pendant son temps de téléphone prévu. Les conversations sont guindées et brèves. Elle ne sait pas comment se connecter avec des enfants qu'elle a passé des mois à essayer de manipuler. Et ils ne sont pas particulièrement intéressés à maintenir une relation avec quelqu'un qui a causé tant de chaos dans leur monde stable. Maman veut savoir si elle te manque, m'a dit Lévi après un de ses appels. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ai-je demandé. Il a haussé les épaules, se retournant déjà vers son jeu vidéo. Je lui ai dit que la maman qu'elle était avant de te rendre triste tout le temps me manque. Mais les disputes ne me manquent pas. La sagesse d'un enfant de 7 ans. Est-ce que je me sens coupable de ce que j'ai fait? Parfois. Détruire la vie de quelqu'un, même de quelqu'un qui a d'abord détruit la mienne, n'est pas quelque chose que l'on fait sans conséquence pour sa propre âme. Mais quand je regarde mes enfants dormir paisiblement dans leur lit, ne s'inquiétant plus des voix en colère dans la nuit ou ne comprenant plus pourquoi maman rend papa triste, je sais que j'ai fait le bon choix. J'ai protégé ma famille. J'ai éliminé une menace. J'ai résolu le problème avec précision et finalité. Et à la fin, c'est ce que font les pères. Nous réparons ce qui est cassé. Même lorsque la chose qui a besoin d'être réparée est la vie que nous pensions vouloir. La maison est calme maintenant, à l'exception du son du ronflement doux de Max et du bourdonnement du lave-vaisselle qui termine son cycle. Demain, je ferai des pancakes pour le petit déjeuner pendant que les enfants se disputeront sur le film à regarder. Nous irons au parc, peut-être visiterons la bibliothèque, et éventuellement nous arrêterons à la quincaillerie pour acheter des fournitures pour la cabane dans les arbres que j'ai promis de construire dans le jardin. C'est une vie simple, mais c'est une vie honnête, construite sur la vérité au lieu de mensonges. Le respect au lieu de la trahison. L'amour qui protège au lieu de l'amour qui détruit. Belle m'a un jour accusé d'être incapable d'une véritable émotion. Elle avait tort sur ce point. Comme sur tant d'autres choses.
Je suis capable d'une émotion formidable, un amour qui construit et protège, une colère qui motive la justice, et une satisfaction qui vient de la résolution permanente des problèmes. La différence entre elle et moi, c'est que mes émotions servent un but au-delà de ma propre satisfaction immédiate. Chaque décision que j'ai prise pendant ces 6 semaines de surveillance et de planification a été calculée pour protéger l'avenir de mes enfants et m'assurer que les personnes qui nous ont trahis ne pourraient plus jamais le faire. Il y a 3 semaines, j'ai croisé Miles à l'épicerie. Il avait l'air hagard, défait, portant des vêtements qui avaient connu des jours meilleurs. Quand il m'a vu, il a commencé à s'approcher, probablement pour présenter des excuses pathétiques ou une tentative d'explication. Je l'ai simplement regardé et j'ai secoué la tête une fois. Il s'est arrêté net, comprenant immédiatement que nous n'avions rien à nous dire. Ses choix avaient des conséquences, et ces conséquences étaient permanentes. On ne peut pas revenir en arrière après le genre de destruction que nous nous sommes infligés. En le regardant s'éloigner furtivement vers le rayon des soldes, je n'ai ressenti aucune colère, aucune satisfaction, aucune douleur résiduelle, juste la certitude calme d'un problème résolu correctement. La semaine dernière, lors d'une de ses visites supervisées, Belle a demandé si j'envisagerais un jour une réconciliation, pour le bien des enfants. Le superviseur désigné par le tribunal m'a dit plus tard que Belle avait passé la majeure partie de la visite à essayer de manipuler Lévi et Emma pour qu'ils me demandent de laisser maman revenir à la maison. Les enfants, Dieu les bénisse, n'en voulaient rien savoir. Nous aimons notre maison comme elle est maintenant, lui a dit Emma de manière pragmatique. C'est paisible. Lévi a été encore plus direct. Papa ne pleure plus depuis que tu es parti, maman. Pourquoi voudrions-nous que tu reviennes pour le rendre à nouveau triste? Le superviseur a noté que Belle est devenue visiblement affligée par leur réponse et a écourté la visite. Bien. Qu'elle affronte la réalité de ce que ses choix ont coûté. Pas seulement mon amour et mon respect, mais l'adoration inconditionnelle des enfants qu'elle était si disposée à utiliser comme des pions. Ce soir-là, alors que je les mettais au lit, Lévi m'a posé une question qui m'a glacé le sang. Papa, tu savais pour maman et l'homme bizarre avant que je te le dise? Je me suis assis sur le bord de son lit, choisissant mes mots avec soin. Non, mon grand. Tu as été très courageux de me dire ce que tu as vu. Tu as aidé papa à comprendre ce qui se passait vraiment. Bien, a-t-il dit, s'enfonçant plus profondément dans son oreiller. Je ne voulais plus que tu sois triste. Mon fils, à peine âgé de 7 ans, avait porté le poids de me protéger d'une vérité qu'il ne pouvait pas entièrement comprendre. La rage que j'ai ressentie à ce moment-là n'était pas dirigée contre la liaison de Belle, mais contre sa volonté de charger nos enfants de secrets d'adultes et de manipulation émotionnelle. Elle ne m'a pas seulement trahi moi, elle les a trahis eux aussi, volant leur innocence et les transformant en complices involontaires de sa tromperie. Mais cette rage était froide maintenant, cristallisée en quelque chose d'utile, un engagement inébranlable à faire en sorte que mes enfants n'aient plus jamais à porter le fardeau des choix égoïstes d'un adulte. Le mois prochain, j'emmène Lévi et Emma à Disney World. Juste nous 3, pour créer de nouveaux souvenirs dans un endroit conçu pour la joie et l'émerveillement de l'enfance. Belle m'a envoyé un SMS à ce sujet la semaine dernière, me demandant si elle pouvait se joindre à nous, en famille. Je n'ai pas daigné répondre à cela. Nous ne sommes plus une famille. Nous ne l'avons jamais vraiment été, je le réalise maintenant. Une famille exige un respect mutuel, des valeurs partagées et un engagement envers quelque chose de plus grand que les désirs individuels. Ce que nous avions, c'était une performance que je donnais seul pendant qu'elle auditionnait pour un rôle complètement différent. Mes enfants et moi, nous sommes une famille, petite mais forte, honnête mais pleine d'espoir, construite sur une fondation qui ne peut être ébranlée par la trahison de quelqu'un d'autre parce qu'elle est construite à partir d'un amour qui protège plutôt que d'un amour qui consume. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'avais confronté Belle ce premier soir. Si j'avais choisi la colère plutôt que la stratégie, l'émotion plutôt que l'intellect. Nous serions peut-être allés en thérapie, aurions tenté une réconciliation, essayé d'arranger les choses, pour le bien des enfants, et j'aurais passé le reste de ma vie à me demander quand elle me trahirait à nouveau. Marchant sur des œufs autour d'une femme qui avait prouvé qu'elle était capable d'une cruauté dévastatrice déguisée en victimisation. Au lieu de cela, j'ai choisi la précision. J'ai documenté la vérité, planifié en conséquence et exécuté une solution qui a éliminé le problème de façon permanente tout en protégeant les parties innocentes impliquées. Certains pourraient appeler ça de la froideur. Moi, j'appelle ça de l'amour. Le genre d'amour qui privilégie la protection à long terme au confort à court terme.
Le genre d'amour qui affronte les vilaines vérités au lieu de permettre de beaux mensonges. Au moment où j'écris ces lignes, Max dort à mes pieds pendant que je termine un peu de travail à la table de la cuisine. La même table où Belle avait l'habitude de s'asseoir pour planifier ses tromperies pendant que je planifiais notre avenir. L'ironie ne m'échappe pas. Demain, c'est samedi. Lévi a un match de baseball à 9 h. Emma a son cours de danse à 11 h, et Rachel vient dîner. Nous allons faire des hamburgers au grill et laisser les enfants veiller tard pour regarder un film. C'est une vie simple, mais c'est une vraie vie. Pas de caméra cachée nécessaire, pas de surveillance requise, pas de mensonges à décoder ou de trahison à documenter. Juste le rythme régulier d'une famille qui avance ensemble, construisant quelque chose d'authentique sur les cendres de quelque chose de faux. Et quand mes enfants seront plus grands, quand ils me demanderont pourquoi leur mère ne vit plus avec nous, je leur dirai la vérité. Que parfois, les gens oublient comment aimer honnêtement. Et quand cela arrive, les gens qui s'en souviennent encore doivent se protéger et se protéger les uns les autres. Je leur dirai que l'amour n'est pas seulement un sentiment. C'est un choix que l'on fait chaque jour de faire passer les gens que l'on aime avant ses propres désirs immédiats. Leur mère a oublié comment faire ce choix. Moi non. Et peut-être, si j'ai bien fait mon travail, ils grandiront en comprenant que le véritable amour construit plutôt qu'il ne détruit, protège plutôt qu'il n'exploite, et choisit la vérité même quand les mensonges seraient plus faciles. C'est l'héritage que je veux leur laisser. Pas l'histoire de la fin du mariage de leurs parents, mais la compréhension de la façon dont le véritable amour perdure, s'adapte et finit par triompher du genre de destruction égoïste qui se fait passer pour de la passion. La maison s'installe autour de nous maintenant. Des craquements et des soupirs familiers d'une maison où les gens dorment paisiblement parce qu'ils savent qu'ils sont en sécurité. Plus de mensonges cachés dans l'ombre. Plus de trahisons attendant d'être découvertes. Plus de marche sur des œufs autour de quelqu'un qui confond manipulation et amour. Juste un père et ses enfants, un chien nommé Max, et la satisfaction tranquille qui vient de la résolution des problèmes les plus difficiles de la vie avec patience, intelligence et un engagement inébranlable à protéger ce qui compte le plus. En fin de compte, c'est tout ce que nous pouvons faire. Construire quelque chose qui vaille la peine d'être protégé, puis le protéger avec tout ce que nous avons. Belle m'a appris que la confiance, une fois brisée, ne peut jamais être entièrement réparée. Mais elle m'a aussi appris quelque chose de plus précieux, que certaines choses valent la peine d'être détruites pour sauver ce qui compte le plus. Je dors bien ces nuits, sachant que j'ai fait le bon choix. Et c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo et à laisser un commentaire ci-dessous. Votre soutien et de l'algorithme a poussé mon contenu plus loin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela m'aide vraiment à continuer à créer plus d'histoires pour vous. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.